on a décidé de se lancer pendant le Covid. Ma grand-mère à moi était confinée, elle, à Londres. Les grands-parents de Carla, eux, étaient confinés à Bruxelles. C'est là que je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose et essayer de la garder occupée, autre que juste lire le même livre à longueur de journée, parce que c'est ce qu'elle me disait. Donc c'est là qu'on a eu l'idée en fait de créer des box. Donc, le concept des box, c'est comme un peu les box, My Little Box, Blissy Box. Notre génération est plutôt familière avec ce concept, mais pas forcément cette génération-là, la génération des seniors. Donc on a voulu utiliser un concept existant, un peu familier à tous, un produit physique donc qui justement n'exclut personne, qui n'est pas digital, à cette cible de seniors qui, pendant ce moment et cette période un peu compliquée, avaient vraiment besoin d'un accompagnement. Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Alors, merci d'être venue aujourd'hui, Rebecca, dans ce nouvel épisode des secrets du e-commerce. Avec plaisir. Bonjour. Donc j'accueille Rebecca Laube de... Alors, je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille, tu me diras. Donc, Rebecca Laube de Najabox. Et je te laisse te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que c'est Najabox exactement. Oui, donc Rebecca Laube, tu l'as très bien dit. J'ai 26 ans. J'ai fait mes études dans une école de commerce aux États-Unis avant de revenir en France, à Paris, pour rejoindre les équipes d'Accenture pendant 3 ans en stratégie technologie. Et puis après, avec mon associée Carla, qui, elle, est ancienne consultante de chez OnePoint, donc 2 consultantes, elle en transformation digitale. Elle a fait ses études aussi à la LSE à Londres, à la London School of Economics. Et on a décidé de se lancer finalement pendant le Covid, pendant le premier confinement. Enfin, se lancer, peut-être pas, mais en tout cas de commencer à avoir des idées et mettre en place certaines initiatives à ce moment-là. Et pour la petite histoire, à ce moment-là, on était tous confinés. Ma grand-mère à moi était confinée, elle, à Londres. Les grands-parents de Carla, eux, étaient confinés à Bruxelles. Et donc, ils étaient très loin de nous. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir gérer cette situation. Ils n'ont pas accès à tous les outils digitaux auxquels nous, on a accès au quotidien, mais plus particulièrement pendant cette période qui était très difficile. Et donc, moi, je le voyais tout de suite sur ma grand-mère de 86 ans. Au moment où elle réfléchissait, où elle répétait les mêmes choses, où elle oubliait pas mal de petites choses à droite à gauche, c'est là que je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose et essayer de la garder occupée, autre que juste lire le même livre à longueur de journée, parce que c'est ce qu'elle me disait. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée, en fait, de créer des box. Donc, le concept des box, c'est comme un peu les box, My Little Box, Blissy Box. Notre génération est plutôt familière avec ce concept, mais pas forcément cette génération-là, la génération des seniors. Donc, on a voulu utiliser un concept existant, un peu familier à tous, un produit physique, donc qui justement n'exclut personne, qui n'est pas digital, à cette cible de seniors qui, pendant ce moment et cette période un peu compliquée, avaient vraiment besoin d'un accompagnement. On a inclus dedans, donc dans ces petits colis, en fait, on incluait des activités à faire, des activités créatives, des jeux, des petites douceurs, donc à manger, des choses axées bien-être pour leur faire plaisir. Et donc, ça nous a permis aussi de renforcer le lien entre nous et nos grands-parents. Et suite à ça, on a donné l'opportunité aussi à nos copains, aux gens autour de nous, de faire la même chose. Et c'est vrai que quelques mois plus tard, on a décidé de se lancer sous ce format de B2C avec les enfants, les petits-enfants qui abonnaient leurs grands-parents à la boîte pour rester en lien et les garder actifs tout au long de l'année. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, c'est pas... Oui. Et du coup, c'est pas venu
Est-ce que l'idée de la box est venue tout de suite avec ta grand-mère? Ce que tu as fait, c'était un essai en se disant si ça marche, après on va étendre. Est-ce que dès le départ, c'était pensé comme ça? Alors, la première chose au début, c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément d'axe business quand on l'a fait. C'était simplement, bon, nous, on se commande toute la journée des choses à la maison pour s'occuper pendant ce confinement. Bon, bah, simplement, on va leur envoyer des choses aussi. Et donc, avant de créer même un colis, on envoyait juste plein de choses via Amazon, à droite, à gauche. Toutes les semaines, elle recevait quelque chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devenait très cher. Les prix sur Amazon étaient complètement dingues. La livraison mettait jusqu'à parfois 2 mois. Et donc, c'est là que je commençais en fait à aller moi-même au supermarché, acheter des petites choses aux endroits qui étaient ouverts pour créer mon propre colis et puis lui envoyer ce colis par la poste. On a eu pas mal de copains autour de nous qui ont perdu malheureusement leurs grands-parents, pas forcément à cause de la maladie du Covid, mais plus à cause de l'isolement dans les EHPAD, dans les résidences seniors. Et donc, pour un petit peu pallier à cette problématique-là, ce n'est clairement pas une solution, mais ça soulageait en tout cas un petit peu. On avait en tout cas donné l'idée à nos amis autour de nous d'envoyer ces petits colis avec des petites lettres, des photos, ce qui permettait aussi de rendre ces journées un peu moins longues pour les grands-parents. Et c'est vrai qu'après, étant donné qu'on constatait que ça avait un impact assez positif, on s'est dit, lançons-nous, faisons de ça un business, une entreprise, une start-up. Voyons si en effet les Français seraient de manière générale intéressés de garder le lien, renforcer le lien avec leurs grands-parents qui n'habitent pas forcément dans la même ville et qui sont peut-être un peu isolés de leur famille. D'accord. Et du coup, comment ça a été reçu par les gens qui sont en dehors de ton cercle proche? Les gens qui ont testé? Ouais. Alors plutôt bien reçu. À chaque fois, alors la difficulté qu'on avait, c'était de rendre le produit connu, informer les gens que ça existait. Ça, c'était principalement ça le problème, parce qu'on a une cible qui n'est pas forcément aussi simple. C'est un cadeau d'une personne qui achète pour quelqu'un d'autre, donc on n'achète pas pour soi-même. Donc informer et les stratégies d'acquisition étaient assez compliquées, mais par contre, une fois qu'on avait acquis un client, eh bien là, les retours étaient vraiment positifs, que ce soit de l'enfant, du petit enfant ou du grand-père, de la grand-mère. Là-dessus, on a fait beaucoup évoluer la boîte, bien sûr, mais en tout cas, les résultats étaient excellents et on a eu des abonnés qui étaient là depuis nos tout débuts jusqu'à ce qu'on arrête le segment B2C, quoi. D'accord. Donc tu disais Covid, ça fait 2 ans et demi, c'est ça que vous êtes lancé du coup, hein? Voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on réfléchit au sujet, peut-être 1 an et demi qu'on est lancé et voilà, à peu près. D'accord. Et au début, tu parlais de canal d'acquisition, donc vous avez fait, tu disais que certains étaient difficiles. Tu peux nous raconter un peu, tout ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a pas marché et finalement comment vous avez trouvé, ce qui fonctionne? Alors nous, comment est-ce qu'on a démarré? Un peu comme tout le monde, je pense, avec beaucoup d'espoir sur les stratégies data Facebook et Google, etc., avec pas mal d'experts qui venaient vers nous pour nous dire qu'ils pourraient éventuellement nous vendre nos produits très Vendre, oui, ils facilement et peuvent. très rapidement. Voilà, via ces canaux d'acquisition-là. Bon, on est tombé en plein dedans, comme je pense beaucoup de startups au début, où en effet, on mettait des sommes exorbitantes dès le début sans forcément avoir une stratégie assez poussée qui est de progressivement trouver les bonnes datas au bon moment pour éventuellement avoir une data qualitative et là, ensuite, y mettre pas mal de budget une fois qu'on avait trouvé en fait la direction à prendre et le profil qui fonctionnait. Donc oui, on s'est lancé plusieurs fois avec des personnes qui prenaient un modèle de coût fixe sans forcément un modèle sur commission. Et là-dessus, je le déconseille à tous pour tout service qui est difficilement mesurable en termes de résultats, de partir sur un coût qui est en fait un coût fixe mensuel ou annuel. Parce que chaque produit est très différent et c'est pas parce qu'une personne est experte sur le canal d'acquisition Facebook ou Google d'un produit en cosmétique que ça fonctionnera de la même manière pour un produit
dans la nourriture ou autre. Et c'était le cas de le dire pour nous parce que, comme j'expliquais, notre produit est en effet plus complexe qu'un autre parce qu'il y a 2 personnes à rendre contentes. Et surtout, on s'adresse à une cible qui doit acheter, mais le produit, en fait, ne s'adresse pas à eux. Donc, voilà, une barrière un peu compliquée. Donc là-dessus, on a essayé et c'est vrai que ça ne fonctionnait pas forcément. Après, ce qu'on a essayé également, c'est partir sur de l'influence. Et ça, pour le coup, on a vraiment bien aimé. Je sais que voilà, d'autres startups, peut-être ça fonctionne moins bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence sur leurs produits et donc les influenceurs ont peut-être moins d'impact. Mais là, en l'occurrence, on est un petit peu voilà, le marché de la cyber economy, on n'est pas beaucoup de startups comparé à d'autres marchés. Il y en a, mais pas autant. Et surtout, on est la première box, nous, à faire sur ce créneau-là. Donc, c'est vrai qu'on est un produit original qui n'est pas simple à comprendre, mais une fois compris, il est original. Et donc, c'est vrai que l'influence a plutôt bien marché parce qu'à aucun moment est-ce qu'on a payé. Donc, ça, c'était intéressant. On est un produit humain avant tout, un produit solidaire. Et on restait sur une démarche de si un influenceur nous demande rémunération, c'est peut-être que le sujet ne les touche pas de la même manière que nous. Et voilà, on est entré dans une stratégie qui était vraiment axée autour de l'humain et du social. L'objectif, c'est renforcer le lien intergénérationnel. C'est bien entendu pas complètement arrêter l'isolement des grands-parents, parce que voilà, mais en tout cas de le réduire ou d'améliorer le quotidien plutôt. Et là-dessus, toutes les influenceurs et influenceuses et influenceurs avec lesquels on a travaillé, c'était parce que eux, cette cause les touchait personnellement et trouvaient l'idée géniale. Et c'est comme ça qu'on travaille avec eux. On leur envoyait, on leur disait qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, est-ce que vos grands-parents l'ont aimé, et si seulement c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à en parler pour nous donner un petit coup de pouce. Et là-dessus, on en a eu beaucoup. On a eu vraiment pas mal d'influenceurs, influenceuses qui étaient hyper touchés par la cause. Et là-dessus, c'était plutôt intéressant pour, en tout cas, voilà, informer les gens qu'on existait. Mais c'était pas assez. C'était toujours pas assez. Par ailleurs, on était beaucoup dans la presse aussi. La presse qui est important à avoir. C'est important pour une crédibilité, c'est important pour voilà, pour avoir un discours qui soit aussi plus intéressant ou, voilà, ou plus crédible, comme je l'ai dit. À voir de nouveau sur quel marché est-ce que le ROI est le plus intéressant avec de la presse écrite ou digitale. Mais de notre côté, c'est vrai que ça avait un impact moins intéressant. Voilà. Et puis, j'enchaîne par ailleurs après tout ce qui est presse, parce qu'on a en effet aussi eu la chance d'être sur l'émission Qui vote mon associé sur M6 saison 2, qui est en fait le plus gros coup de presse, coup de visibilité qu'on a pu avoir. À ce moment-là, en effet, on était sur le segment B2C et on démarrait tout juste sur notre segment B2B. On a un peu atterri d'ailleurs sur le segment B2B par chance. On ne s'attendait pas du tout à démarrer dans cette direction-là. Et donc, oui, le dernier gros coup de visibilité sur le côté B2C, c'était vraiment cette émission-là, qui n'était pas une stratégie très commune. Mais si la chance de pouvoir se retrouver sur un gros plateau comme celui-là arrive, il faut absolument la prendre et se mettre dessus quand on a un produit B2C, ça c'est évident. Et d'ailleurs, suite à cette émission, vous avez eu des retombées ou pas? Parce que c'est assez fréquent que les gens... ça amène plein de visiteurs sur le site. Carrément. Alors, oui, visiteurs sur le site a presque craché, donc ça c'est sûr. On a eu beaucoup de visibilité d'un coup, et surtout l'élément qui nous a fait comprendre que notre segment B2C était peut-être trop niche. Et d'ailleurs, les investisseurs de l'émission nous avaient prévenus 6 mois avant, parce qu'il y a eu 6 mois de décalage entre le moment où on a tourné et le moment où ça a été diffusé, même plus, même 8-9 mois, pardon. Et bien, à ce moment-là, c'est vraiment cette retombée qui était intéressante, mais pas aussi intéressante qu'elle aurait dû être en termes de vente.
qui nous a fait comprendre qu'en effet, ce marché en B2C était peut-être trop niche et que pour pouvoir le rendre intéressant, il fallait y mettre beaucoup plus de budget et de temps, du budget et du temps qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de pivoter, enfin, de faire un premier pivot et de se positionner, de se focaliser à fond, à 200% sur le B2B pour se dire qu'éventuellement, une fois qu'on était plus structuré à ce niveau-là, qu'on repartirait sur du B2C dans un temps 2, une fois le concept un peu plus structuré et solide. D'accord. Et alors, avant qu'on parle de la partie B2B, en B2C, c'est le colis, il était destiné aux personnes âgées qui étaient dans les EHPAD ou c'est à tout le monde, donc ça peut être les gens qui sont éloignés des familles? Les deux. C'était pour les deux. Les deux. On avait beaucoup de clients qui envoyaient leur box en EHPAD. Et après, on en avait qui les envoyaient tout simplement au domicile. D'accord. Et donc, la partie B2B, qu'est-ce que vous avez essayé en premier? Vous avez une cible particulière en tête quand vous avez décidé de pivoter? Alors justement, quand on s'est lancé au bout de 6 mois, on a eu la chance de travailler avec une association qui éventuellement nous a mis en contact avec un groupe de prévoyance, un assureur qui s'appelle Malakoff Humanis, qui est le leader aujourd'hui sur le marché des retraités. Et donc aujourd'hui, à ce moment-là, on ne se rendait pas forcément compte de la valeur de ce contrat. Mais c'est en effet un contrat qui nous a permis derrière de déboucher sur un deuxième, un troisième, un quatrième, voire même un cinquième contrat avec eux. Aujourd'hui, on est devenu partenaire de Malakoff Humanis. À côté de ça, ça nous a aussi permis de signer d'autres contrats avec des concurrents à ce groupe-là. Et puis de travailler aussi avec vous avez mentionné les EHPAD et les résidences seniors, etc. On avait à ce moment-là aussi commencé à travailler dans cette industrie d'EHPAD et de résidence de seniors. Et en fait, comment est-ce qu'on a fonctionné? Les assureurs achetaient la boîte pour leurs adhérents qui étaient seniors, dans le but de communiquer sur leurs offres, leurs services qui permettraient à ces seniors de pouvoir améliorer leur quotidien. Et donc, en l'occurrence, on a fait des opérations de box qui renforçaient le lien entre les aidants et les aidés. Donc, le contenu était lié à prendre du temps pour soi, prendre du temps avec son aidé, avec son aidant, avec tout type d'astuces, tout type de conseils et d'offres qui permettaient vraiment de pouvoir les aider dans cette situation. On a aussi fait des box qui permettaient en fait d'accompagner dans le moment de vie de transition dans un EHPAD vers une résidence de seniors aussi, ou dans un hôpital. On a aussi tout simplement fait des box ponctuelles pour des occasions, fête de Noël, fête de Pâques, etc. Aussi pareil pour acheter par les assureurs pour leurs clients seniors. Donc la box était tout le temps destinée à un client senior, un adhérent senior, que ce soit pour une banque ou pour un assureur. Et l'objectif était ensemble de créer un contenu qui soit complètement adapté aux besoins de leurs clients. Et puis par ailleurs, récupérer de la donnée, des informations sur le profil de ces seniors pour ensuite pouvoir pousser les informations de manière beaucoup plus ciblée et beaucoup plus intéressante du coup pour le bénéficiaire final. Tout ça par le biais de la boîte. Et donc, on est presque devenu comme un média pour les seniors, un nouvel outil qui est différent des outils un peu traditionnels qu'on connaît. La télé, les outils digitaux, les réseaux sociaux, le mail, le SMS. À un moment donné, recevoir des centaines et des centaines de mails par jour ou par mois, ça a un effet qui fait un effet inverse. Les gens n'ouvrent plus rien, les gens ne regardent plus rien, les taux de conversion sont bas. Voilà. Et donc, en revenant à quelque chose de physique et de tangible, on s'est rendu compte que ça captait beaucoup plus l'attention et qu'en plus de ça, il y avait une vraie connotation honnête, sincère, humaine. C'est avant tout aussi un geste qui fait plaisir. Et c'est ça le cœur de notre projet, c'est comment est-ce qu'on crée un outil qui est une attention, qui est un geste qui fait plaisir à ces personnes qui, elles, se sentent exclues et qui ne se sentent pas forcément valorisées.
Et donc, en appelant à chaque fois les clients, les adhérents qui recevaient les box, on se rendait compte de l'impact positif que ça avait sur cet aspect humain, parce que souvent, ils disaient, ah oui, merci à notre banquier ou merci à l'assureur de nous offrir quelque chose d'aussi positif et intéressant et impactant. D'accord, donc tout le monde était content, même les banquiers et les assureurs. Ils étaient contents, mais ils étaient moins contents parce qu'ils payaient. D'où Bah le oui, mais bon. prochain pivot. Mais sinon, tout le monde était content, le bénéficiaire très content. Bien sûr, la satisfaction client, les KPI étaient très bons, la fidélisation client aussi. Donc oui, in fine, ils étaient contents. Mais ils pourraient être encore plus contents s'ils payaient moins. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à du coup cette troisième phase de pivot. D'accord, donc avant qu'on parle de cette troisième phase, je voudrais juste éclaircir un point. Donc du coup, quand les banquiers et les assureurs transmettaient cette box, est-ce que c'était juste un seul envoi ou est-ce que c'est un abonnement qui payait? Alors ça dépend. On en a qui ont fait des opérations ponctuelles et d'autres qui se sont calés sur plusieurs box sur X temps. Donc oui, aujourd'hui, on a par exemple un projet en cours de 4 boîtes par an. D'accord. Des Donc il y a boîtes des par 4. banquiers et assureurs plus sympas que d'autres. Voilà, tout à fait. Bon après, c'est toujours dans des démarches aussi sociales. Et puis surtout, ils se rendent compte que, pardon, que la cible des retraités est surtout à ne pas négliger. Et donc ce troisième pivot, raconte-nous un peu. Transition, ce troisième pivot. Et du coup, la réflexion qui nous a amené à ce pivot, c'est en effet de se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépendre uniquement des process de ces assureurs et de ces banques qui, en fait, sont extrêmement longs. Voilà, le cycle d'un assureur ou d'une banque vs le cycle d'une start-up, voilà, on n'est pas sur le même niveau, clairement, en termes de rapidité. Et malheureusement, on ne peut pas avancer en même temps. Sauf que nous, si on n'avance pas vite, bah, on coule. Et on s'en est rendu compte, on a pu se rendre compte qu'en effet, le temps de signer un contrat, le temps de recevoir les financements, c'était trop risqué pour que nous, derrière, on puisse suivre. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer d'inclure une nouvelle source de financement avec un parti tiers peut-être. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de marques, plus petites marques, pas des grands groupes, mais des startups ou des PME qui nous contactaient parce que ils étaient intéressés par Naja comme étant un outil qui leur permettait de cibler en effet cette population de retraités. Aujourd'hui, je pense que depuis le Covid, c'est clairement une population qui a beaucoup plus de visibilité. Les gens en parlent, les gens prennent conscience de ce qui se passe, les gens se rendent compte que en fait, la retraite, ce sera plus 10 ans, mais ce sera peut-être 20 ou 30 ans. Donc, c'est pas la fin de la vie, mais c'est le début d'une deuxième. Et comment est-ce qu'on fait pour optimiser ou améliorer cette deuxième vie de manière à ce qu'elle soit la plus agréable possible pour tout le monde. Et surtout, ils se rendent compte que cette cible-là, et je parle des seniors avec un grand S, parce que parmi les seniors, il y a énormément de profils qui sont différents. Entre un nouveau retraité et un homme de 80 ans, on ne parle pas de la même chose clairement. Mais de manière générale, c'est vrai que les seniors, beaucoup de marques se sont rendues compte que, en fait, ils les avaient un petit peu délaissés. Alors qu'il y a un potentiel derrière voilà, qui est très intéressant en termes de marketing et de ROI aussi. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des demandes par-ci par-là. Voilà, est-ce qu'on pourrait être dans votre boîte? Est-ce que vous pourriez nous mentionner? Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, c'est bien gentil de parler de tout le monde par-ci par-là, mais peut-être qu'il serait temps de les faire contribuer aussi à cette opération à un moment donné. Voilà, le concept de la boîte d'abonnement initiale, c'est tout de même de soit recevoir des produits gratuitement ou de faire payer ceux qui souhaitent y être. On a mis un peu de temps à y arriver parce que nous, on aimait bien, voilà, on travaillait beaucoup avec les startups, on mettait beaucoup de produits qui étaient, c'est toujours le cas d'ailleurs, des produits qui sont
très qualitatif. Et donc, on voulait garder ce concept de on paye pour les produits qu'on reçoit. Voilà, en termes de solidarité de start-up aussi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'eux devraient contribuer de la même manière qu'un assureur ou qu'une banque contribue, et de la même manière que nous contribuons. Et donc, créer un modèle avec un peu trois interlocuteurs. Et c'est le modèle sur lequel on travaille actuellement. On a pour objectif de justement inclure maintenant ce qu'on appelle des annonceurs, qui, eux, vont du coup inclure des produits, des offres, des conseils que nous, on retravaille sous forme de BD, de jeux, d'interviews, de podcasts même, de vidéos, pour que ce soit pas forcément une box remplie de produits commerciaux, mais que ce soit une boîte qui soit qualitative, avec une histoire que l'on raconte. Et suite à ça, je vous avais mentionné qu'on travaille avec un client sur un programme de 4 boîtes par an par bénéficiaire. On a décidé de partir sur et de rester sur ce modèle-là, avec un abonnement de 4 boîtes par an. Et puis par ailleurs, on a décidé aussi de se focaliser sur un moment de vie bien précis, plutôt que d'accompagner dans tous les moments de vie en fonction, voilà, des besoins d'une assurance A ou d'une banque B. On a voulu, après 2 ans d'expérience sur le secteur des seniors avec un grand S, se mettre uniquement sur un moment de vie bien précis qui est le passage à la retraite. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. On s'est focalisé sur du coup la tranche d'âge un peu plus jeune, ceux qui sont là, qu'on appelle les baby boomers, qui ont entre 60 et 75 ans. Et donc, on crée ce programme de 4 boîtes qui permet d'accompagner ces nouveaux retraités dans le passage à la retraite, qui est un moment de vie qui engendre en fait beaucoup de questionnements, de bouleversements, que ce soit au niveau psychologique, financier, administratif, santé physique et lien social. Et là-dessus, on a mis en place notre comité d'experts, de 8 experts depuis déjà plus de 6 mois, qui nous aident à créer un vrai programme qui permettrait d'accompagner les 700 000 nouveaux retraités en France par an. Voilà, pour pouvoir s'assurer qu'ils aient accès à tous les outils existants sur le marché au bon moment, au bon endroit et en fonction de leur profil. D'accord, ouais. Ça fait un beau marché, 700 000 de plus qui arrivent tous les ans. C'est voilà, pas mal. Un beau marché. On démarre bien sûr que sur l'année prochaine, on démarre sur 15 000. Aujourd'hui, là, depuis cette année, on est en expérimentation sur 500. L'année prochaine, on part sur 10 000 et après, on ne s'arrêtera plus. D'accord, quand tu dis 500 et 10 000, c'est 500 personnes que vous avez trouvées, c'est ça? Voilà, on est avec 500 personnes qu'on a trouvées. Les boîtes sont distribuées par un de nos clients, assureur/banque. Et l'année prochaine, dans le même esprit, ça va être aussi un assureur ou banque qui va distribuer ces 10 000 colis, 10 000 ou 15 000 colis box à leurs clients qui sont nouveaux retraités. Nouveaux retraités veut dire qu'ils viennent de passer à la retraite depuis 6 mois ou jusqu'à 1 an. D'accord, on n'a pas encore parlé jusque-là. Tu peux nous dire ce qu'il y a dans les box, parce que pour l'instant, ça reste une boîte mystère. Tout à fait. Alors, dans les boîtes, depuis le début, on s'est toujours axé autour des thèmes de la créativité, la culture générale, la gourmandise et le bien-être. Donc ça a toujours été un peu nos axes fétiches, nos axes clés. Et c'est vrai qu'on les a trouvés, ces axes-là, en faisant pas mal de focus group. Aujourd'hui, on inclut donc des produits liés à tout ça, donc des kits de mosaïque, des puzzles, des livres, de tout type de nourriture, un peu tendance du moment, pour leur faire découvrir tout ce qui sort sur le marché français, tout ce qui est bien-être aussi pareil. En fait, ça va vraiment être des produits qui ne sont pas stigmatisants, au contraire. Si on ne comprend pas, certaines personnes se diraient, mais en fait, ce n'est pas forcément des produits pour seniors, mais des produits pour seniors, ça ne veut rien dire. Certainement, oui, ils sont adaptés en termes d'ingrédients et pour des personnes qui, au début, avaient 80 ans avec notre modèle B2C,
on faisait extrêmement attention aux ingrédients qu'on incluait. On ne mettait jamais d'huile essentielle ou de compléments alimentaires. On restait très, très loin de ça. Mais aujourd'hui, on est tout simplement une box qui permet de les garder jeunes mentalement, de ne pas forcément les stigmatiser. Ah, ça y est, vous êtes retraité, donc vous allez recevoir des produits pour retraités. Pas du tout. Et en plus de ça, j'ai une box qui est juste là, donc je vais vous la montrer. Mais en gros, ça, c'est le format. Et quand on l'ouvre, voilà, ça donne ça. Et à l'intérieur, on a plusieurs livrets, notamment notre livre qu'on crée. On en crée plusieurs par an avec une équipe d'éditrices et de graphistes qui permettent du coup de toucher un peu à tous les sujets du moment, la randonnée, le vélo, les expos du moment, les différents jeux pour stimuler différentes parties cognitives du cerveau, la mémoire, etc. Des activités ou des éléments pour enrichir le lien social. Et aujourd'hui, on met en place vraiment tout un programme qui va aider sur comment est-ce que je crée mon réseau, donc le lien social autour de moi, comment est-ce que je peux être accompagnée sur mes démarches administratives, financières, tout ce qui est aussi santé mentale, santé physique. On a mon projet et qu'est-ce que je pourrais mettre en place après la retraite, une fois que je suis passée à la retraite pour pouvoir m'occuper, que ce soit voyager, un nouveau hobby ou de nouvelles types d'activités que je n'avais jamais faites. Et puis voilà, tout ça a été raconté de manière à ce que ce soit communiqué à un moment stratégique une fois que les boîtes sont distribuées en fonction du moment où ils sont passés à la retraite. D'accord. Donc là, quand tu dis distribuer à un moment stratégique, est-ce que tu as une boîte, c'est-à-dire quelqu'un qui vient s'inscrire reçoit toujours la même boîte, ou est-ce que ça sera une boîte différente si quelqu'un rentre dans le programme 2 ans après? Alors justement, non, ce sera tout le temps la même. Une personne, l'objectif est de créer une boîte de manière à ce que ce soit une personne qui est passée à la retraite depuis 1 ou 2 mois, la reçoit, et ainsi de suite. Maintenant, les boîtes 2, 3 et 4, sur les 4, vont être personnalisées en fonction du profil qu'on a pu récupérer dans la boîte 1. Et donc, on va avoir le retraité aidant, le retraité sportif, le retraité culture. Et donc, les boîtes, à chaque fois, vont avoir un contenu différent par profil pour vraiment que ça réponde aux besoins de la personne qui la reçoit. Et puis, petite information, c'est gratuit. Donc, c'est là aussi où il y a un vrai sujet, c'est que les boîtes ont toujours été gratuites pour le bénéficiaire final. Et là, en l'occurrence, on reste dans cette démarche de gratuité pour nos seniors. D'accord. Et depuis tout à l'heure, tout ce que tu racontes, ça me fait dire il y a beaucoup de boulot derrière. Ouais. Ça vous prend combien de temps pour faire une box, une seule? Ah, on pourra en faire quelques minutes, mais Non, maintenant… pas l'emballer, mais toute la Ah, conception, la tout réflexion. Ah oui, parce que ouais, j'allais les dire, livrets, tout ça. on est en train de partir sur les logisticiens, mais tout ce qui est création de contenu, je veux dire. Oui, tout à fait. À chaque fois, avec nos clients, eux mettent en place des équipes en interne avec lesquelles on échange. Et c'est vrai qu'on a tout un accompagnement, un peu presque un accompagnement de consultant pour mettre en place tout le contenu. Et tout ça, ça se décide ensemble. On a notre liste de fournisseurs. Et donc, nous, on préconise certains produits plutôt que d'autres. Et puis, certains contenus en fonction de ce qu'on sait et nos experts et ce comité d'experts qu'on a. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est vraiment notre client qui choisit. Et nous, on les aide à mettre en place ce contenu pour qu'il soit le plus qualitatif possible. Je dirais que ça peut mettre parfois entre 1 mois et 3. Voilà. Oh, mais là, c'est vrai que c'est parce que les process de ces boîtes sont plutôt lents. C'est pas ça tenait qu'à nous, ça irait plus vite. Et quand il y avait, vous faites toujours les box B2C également en parallèle ou pas? Non. Alors nous, Non? D'accord. au moment où on a où la diffusion de l'épisode de Kivet, mon associé, est passée, on a arrêté. Tout simplement parce que ça prenait trop de temps et trop d'argent et se focaliser sur trop de choses en même temps, parfois, c'est
c'est contre-productif. Tout à fait. Et donc, voilà, c'était une décision stratégique en interne de se positionner sur un seul segment pour ensuite, plus tard, éventuellement repartir sur le B2C. Je pense que vous faites bien. Et du coup, comme voilà, tu as cru qu'on allait parler logistique tout à l'heure, mais parlons-en maintenant. Comment ça se passe, la conception de la box au tout début? Comment est-ce que vous cherchez qui va vous fabriquer les cartons? Comment le design qui va avec? Raconte-nous un peu. Alors, on a vraiment eu, je pense, 10 versions de box différentes depuis qu'on a démarré. Mais non, clairement, c'est pas simple de trouver tous les bons fournisseurs. Donc oui, dans tout ce qui est logistique, il y a bien sûr la box, il y a tout ce qui est imprimerie des papiers, il y a tout ce qui est les fournisseurs de produits. Comment est-ce qu'on trouve des produits qui sont en accord avec nos missions, notre positionnement, tout ce qui est éco-friendly, tout ce qui a aussi à but social. Et puis oui, il y a bien sûr toujours le marché qui fluctue. Là, on l'a vu beaucoup avec tout ce qui était les imprimeries. Le coût des matières premières a beaucoup évolué. Donc, nous, on doit constamment aussi faire évoluer notre modèle, ou en tout cas l'avoir en tête. Et oui, pour l'instant, on fait tout en Europe. On reste sur de l'Europe. Et depuis le début, on était beaucoup sur des fournisseurs français et belges. Et c'est vrai que maintenant, on est parti un peu vers la Pologne pour d'autres types d'imprimeries. D'accord. Impression. Ouais. Attends, hop. Et une question que tout le monde va se poser. Donc, les deux cofondatrices s'appellent Rebecca et comment s'appelle Carla. Et Carla. Mais quel rapport avec Naja? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Ouais. Écoute, Naja, c'est simple. C'est Nana, ma grand-mère, et Jaja, le grand-père de Carla. Et donc, c'était un peu pour les mettre à l'honneur parce qu'en effet, l'idée nous est venue parce qu'on envoyait des box à nos grands-parents, notamment moi, ma grand-mère, Nana. Et donc, on a voulu les mettre à l'honneur et du coup, faire la contraction des deux et appeler ça Naja. Et c'est vrai que le nom nous est venu très, très rapidement au moment où on s'est lancé, ou en tout cas où on a eu l'idée. C'était pendant le premier, deuxième, troisième confinement. Je ne sais plus comment on les appelle, les deuxième et troisième, si c'était des confinements ou pas, mais presque. Et bien, à ce moment-là, c'était très naturel. On voulait sortir quelque chose le plus rapidement possible pour justement venir en aide à toutes ces personnes qui étaient enfermées dans les EHPAD et résidences de seniors. Et d'ailleurs, tous les mois, on donnait énormément de nos produits juste en allant les déposer aux hôpitaux et aux EHPAD qui étaient en Île-de-France, juste pour en fait leur permettre de lire nos livrets. Les livrets, on en avait beaucoup. On avait créé toute une histoire. Et donc, voilà, Naja, Nana et Jaja, nos grands-parents. D'accord, nickel. Et comment vous êtes connues, les deux cofondatrices? Ça fait... Ouais, ça fait longtemps. On se connaît depuis qu'on est petite. C'est vrai qu'on est à l'école ensemble. Après, chacune, on est allé faire nos études ailleurs. Donc, Carla à Londres et moi aux États-Unis. Et puis, on s'est retrouvés finalement à Paris au bout de quelques années, au bout de 5 ans. Et c'était... toutes les deux, on a toujours voulu faire un projet. On le savait. Et puis, ça nous est un peu tombé dessus à ce moment-là, vu le contexte. Tout s'alignait aussi parce que moi, de mon côté, je travaillais chez Accenture et à ce moment-là, tout était en pause, en fait. Donc, on avait vraiment le temps de se poser, de réfléchir et de trouver quelque chose qui nous animait et qui nous donnait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, il ne faut pas simplement prendre une idée parce que c'est une bonne idée, il faut aussi qu'elle s'accorde avec notre mentalité, notre passion et notre mindset. Et donc, on a décidé d'éventuellement de tester le partenariat ensemble. Et jusqu'à maintenant, il y a des hauts et des bas.
tout le temps. Mais on est toujours là et ça fonctionne. Super. Et est-ce que ça t'a apporté... J'ai vu un de tes posts récents sur LinkedIn où tu disais que ça t'avait beaucoup aidé d'abord d'être passé par Accenture. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton travail aujourd'hui? Et est-ce que tu le conseillerais à d'autres personnes de faire autre chose avant aussi? Alors moi, c'est un sujet qu'on évoque assez souvent, et je le vois avec les étudiants qui quittent aujourd'hui la fac en se disant mais je me lance tout de suite. J'ai rien contre ça, mais de mon expérience personnelle à moi, je pense que j'aurais été incapable d'être aussi de lancer tout simplement ma boîte au moment où j'étais diplômée. Et pourtant j'ai essayé parce que c'est vrai qu'à l'université aux États-Unis, j'ai eu idée sur idée jusqu'à même un POC à un moment donné dans mon dortoir. Donc j'ai voulu le faire à plusieurs reprises et j'ai toujours voulu entreprendre, je le savais. Mais je pense qu'il y a une maturité à atteindre qu'on ne va pas forcément apprendre à l'école. Je pense que l'école, c'est beaucoup de théorie, mais ce n'est pas forcément la même chose une fois qu'on met tout en pratique. Et moi, j'ai non seulement eu la chance de travailler en entreprise, mais j'ai eu la chance de surtout travailler en entreprise qui est une boîte de conseil qui nous permet de toucher à tout, de voir différents types de clients, de communiquer avec différents types de profils, que ce soit des experts terrain à des C-level. Et puis au-delà de ça, de travailler en équipe avec des équipes qui tournaient tous les 6 mois en fonction des différents clients. Et donc, non seulement ça m'a appris à faire de l'Excel et du PowerPoint très, très rapidement sans me casser la tête, mais surtout, ça m'a appris à vraiment, vraiment rester focalisée, à travailler et à être motivée sur quelque chose. Parce que, comme je le disais, je pense que parfois, quand on apprend des choses en théorie et qu'on voit après comment est-ce que vraiment ça se reflète en pratique, c'est le jour et la nuit. Et si j'avais pas pu constater que cette théorie-là existait et qu'il y avait une vraie différence entre ce que j'apprenais et ce qui se passait réellement, je pense que j'aurais lâché depuis longtemps la start-up. Là, je suis arrivée en sachant dans quoi je m'embarquais. Bon, voilà, l'entrepreneuriat, c'est toujours rempli de mystères et de nouveautés, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'avais un mental d'acier à ce moment-là, car là aussi, on a appris à travailler de longues heures sur différents types de projets. On parlait le même langage de consultante, on allait vite, très vite. Nos business models, nos business plans, nos présentations investisseurs, nos présentations produits, voilà, en l'espace de semaines, même pas, étaient complètement terminés et calés et bons. Tandis que d'autres qui, voilà, peut-être prennent beaucoup plus de temps pour arriver à un résultat finalisé. Donc, moi, je le conseille fortement et je pense que ça donne énormément de... Enfin, voilà, ça donne énormément de force pour se lancer par la suite. Tandis que quand on sort tout juste de l'école, déjà, on est très jeune, très immature, je pense aussi. Et on va se prendre des murs et on va sans le savoir, on ne va pas forcément les anticiper. Et c'est là qu'on va peut-être à un moment donné se dire bon bah je lâche quoi parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Je confirme, ton parcours, je le connais bien parce que j'ai eu le même. Je suis passé aussi en société de service. Effectivement, c'est très intéressant cette façon qu'on a de voir plein de projets, de voir plein de clients, on voit plein de situations en un temps très réduit. C'est comme si on avait plusieurs vies par rapport à des gens qui restent des fois, enfin, dans l'ancien monde, 40 ans dans une seule boîte. Et du coup, tu n'as vu qu'une seule façon de travailler et qu'une seule industrie. Donc c'est effectivement, ça aide beaucoup. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posées? Je réfléchis. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais aimé Non, je pense pas. Je pense que... Non, je pense pas. Sur le sujet de l'e-commerce, bon, voilà, comme je te l'avais dit, on l'a traité sur le segment B2C, mais c'est vrai que du coup, on est moins
enfin, on va le redevenir en termes d'e-commerce une fois que ce troisième projet verra le jour. Mais sur l'aspect e-commerce, je pense qu'on a fait le tour. Et puis sinon, non, je pense que voilà, tout simplement là, non, je vois pas comme ça. Là, comme ça, j'ai pas d'autre idée. Bah, très bien. Et tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, par exemple, je suppose. Et est-ce qu'il y a Oui. d'autres endroits? Oui. Alors pour l'instant, je reste très pro sur LinkedIn et puis sinon sur Instagram, Najabox pour le moment. C'est là-dessus qu'on peut me retrouver. Mais c'est vrai que c'est principalement LinkedIn. Et justement, sur LinkedIn, on a décidé de vraiment partager toutes les étapes du projet qu'on va mettre en place, qu'on met en place actuellement, toutes les galères, toutes les tannées, toutes les emmerdes. Et je commence par ces 3 mots parce qu'il y a beaucoup de ça, mais aussi toutes les réussites et tout ce tout ce qu'on a accompli et ce qu'on va accomplir. Donc, s'ils souhaitent ou si vous souhaitez tous nous suivre et voir un petit peu comment est-ce qu'on fait évoluer Naja, bah, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Parfait. Construire en public, c'est des posts qui fonctionnent toujours. Donc, tu as la réussite qui va te suivre. Tu vas avoir plein de suiveurs. J'espère. Bah, très bien. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Juste une dernière question qui me vient à l'esprit là. Sur Ouais, votre site, je ne sais plus si c'est naja.com ou najabox.com, il est encore .fr. possible d'acheter des box, je crois. Oui, alors le site aujourd'hui, là, il est en cours de. Voilà, on garde pour le moment en site vitrine le temps de mettre en place cette nouvelle box retraite. Mais non, les box Paul Joe, c'est terminé. Il n'y a plus rien. C'est fini. On a tout écoulé. On a encore des commandes. Et là, d'ailleurs, on a tout écoulé la semaine dernière. Donc, on a arrêté. Mais là, c'est qu'un site vitrine pour l'instant. Mais le nouveau site viendra très rapidement. Ok, très bien. Bah, Voilà. je te remercie. Je te remercie d'être venu. Merci Et on à te souhaite toi. plein de réussite. C'est gentil. Ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.